Alors, une première énigme, c'est celle du décollage industriel. Une seconde, c'est les révolutions technologiques. Une troisième, c'est la stagnation séculaire. La quatrième, c'est trappe intermédiaire, c'est ce que j'appelle en anglais middle income trap. Et la dernière, innovation, inégalité. Alors, parlons d'abord du décollage. Alors, en fait, on sait notamment à travers les travaux de Madison, on a un peu une idée de ce qu'a été la croissance du PIB par tête mondial. Et en gros, il ne se passe rien jusqu'en 1820. Il y a quelques endroits comme Venise ou d'autres endroits qui connaissent des croissances, des petits, mais temporaires. Vous voyez, donc on en parle un peu dans le livre, dans le chapitre 2 du livre. Donc on dit, voilà, il y a eu des épisodes de croissance un peu temporaires, mais ce n'est jamais durable et ça n'a jamais de grand effet. Mais là, vraiment, où le décollage a lieu, c'est en 1820 et ça commence en Europe, en Angleterre, puis plus tard en France et puis après aux États-Unis. Et évidemment, la grande question, c'est pourquoi si récemment, c'est-à-dire que ça fait 200 ans, 3 fois mon âge, hein, c'est-à-dire que je suis un vieux schnock, mais bon, c'est rien, quoi. Comparé à, c'est quoi l'humanité, l'humain tel qu'on le connaît maintenant, c'est quoi, 10 000 ans Sapiens, c'est combien Sapiens, c'est combien Néandertal, n'en parlons pas, mais Sapiens, je sais pas, c'est ça, plusieurs centaines de milliers d'années, quoi, non? C'est combien 300 000. Voilà. Et la croissance, 200 ans, ce qui n'est rien du tout. Alors la question, c'est pourquoi en Europe et pourquoi si récemment et par exemple, la Chine est un pays où il y avait eu beaucoup d'inventions. On a inventé la roue, le compas, il y a eu plein d'inventions en Chine et depuis longtemps. Au Moyen-Âge, quand nous, on était complètement sous-développés, la Chine avait déjà inventé plein de choses. Et ce n'est pas en Chine que ça se passe. Alors pourquoi? Et là, dans le chapitre 2, on explique l'approche la plus convaincante, c'est celle de l'historien Joël Mokyr, M-O-K-Y-R, et qui est un historien de la croissance et des technologies. Et en fait, son explication, elle est exactement, selon ce paradigme-là, en fait. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'il dit, Mokyr? D'abord, il dit qu'en 1820, en Europe, il y a des institutions qui permettent que l'innovation cumulative, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a notamment? Eh bien, il y a l'encyclopédie. Il y a l'Encyclopædia Britannica. Et nous, Diderot, il a créé l'encyclopédie en France. Et ça, c'est très bien parce que ça permet de codifier le savoir. Et ce qui fait que toi, si tu veux inventer, tu peux, avec l'encyclopédie, accéder à ce qui s'est déjà fait. Et tu peux facilement construire ce qui a déjà fait. Et puis, il n'y a pas que l'encyclopédie, il y a également l'université qui s'est développée en Europe. Il y a des universités où il y a quand même une république des sciences, où il y a une interaction, il y a une certaine ouverture et les gens peuvent quand même communiquer. Ça facilite l'innovation cumulative. Voilà. Il y a ces institutions qui existent et qui favorisent, donc déjà, le point numéro 1. Je ne sais pas si ça fait… Non, j'essaie de voir si c'est… oui, non, là, je ne sais pas ce que je… Ah oui, non, je vais dans l'autre sens. Voilà. Donc, c'était ça que je cherchais. Voilà. Donc, ça, c'est déjà… Ces institutions-là permettent cette première condition. Alors, ensuite, il y a la seconde. Et la seconde, c'est qu'en fait, il y a eu en Angleterre la Révolution glorieuse, la Glorious Revolution. Et en France, il y a eu la Révolution française, puis Bonaparte et Napoléon. Mais si vous voulez, c'est des révolutions bourgeoises qui font qu'en fait, ça limite le pouvoir du roi, qui avant pouvait exproprier qui il voulait quand il voulait. En gros, tu ne peux pas avoir d'innovation dans un système comme ça. Tu vois, il fallait limiter le pouvoir de l'aristocratie et des rois et des seigneurs de pouvoir exproprier qui il voulait quand il voulait. Et c'est seulement quand ces institutions sont mises en place que l'innovation peut avoir lieu. Donc ça, c'est la deuxième condition. Et la troisième, c'est la destruction créatrice. C'est que, voilà, il faut être sûr, ben voilà, et que je peux quand même, bien que je remplace quelqu'un d'autre, je peux quand même innover. Et bien, en Chine, ce n'était pas possible, parce que dès que vous avez un innovateur, quelqu'un un peu dangereux, et ben même l'empereur avait peur que son pouvoir soit menacé, et l'empereur se débrouillait toujours pour museler tout inventeur en Chine, d'accord? Donc, il ne se passait jamais rien. Mais en Europe, Mokyr explique, c'est la concurrence entre pays européens qui permet de soutenir la destruction créatrice, parce que si vous persécutez un scientifique en France, il peut aller se réfugier en Angleterre ou en Prusse ou en Suisse ou ailleurs, et de là, continuer à faire ses innovations et concurrencer la France. Et ça, c'est quelque chose que vous n'aviez pas en Chine. Voilà. Et donc, cette concurrence entre pays européens a permis de soutenir la destruction créatrice. C'est très intéressant qu'en fait, il y avait donc des institutions qui ont permis à la destruction créatrice d'avoir lieu. Vous voyez, il fallait des institutions pour que ça puisse se faire. Et ces institutions n'existaient pas en Chine, mais les conditions étaient réunies en Europe pour que ça se passe. Voilà. Donc,
ça, c'est un peu le... voilà, donc je voulais juste... D'accord, donc ça c'est la première, ça c'est le premier énigme. La deuxième, c'est les révolutions technologiques. Alors, il y a beaucoup de choses, ça c'est le chapitre 3, les révolutions technologiques. Par exemple, là, vous avez la révolution de l'électricité aux États-Unis. Et puis, elle est un peu retardée en Europe et au Japon. Et puis là, vous avez la révolution des technologies d'information et de communication. Et en fait, il y a une grande montagne avant qui est la révolution de la machine à vapeur. Donc déjà, on essaie de comprendre dans le chapitre 3 pourquoi ces innovations arrivent avec retard. Ça peut être aussi parce que c'est pas seulement que les firmes en place empêchent les personnes porteuses des nouvelles technologies, il y a ça aussi, mais il y a le fait que c'est très dur de changer d'habitude. Quand tu t'es habitué à des choses, c'est très dur de changer tes habitudes pour passer à une nouvelle technologie. Et ça met beaucoup de temps. Donc on explique beaucoup les retards dans la diffusion des nouvelles technologies génériques. C'est ce qu'on appelle les technologies génériques. La machine à vapeur, l'électricité, les technologies d'information, c'est des technologies génériques, c'est-à-dire qui se répandent à tous les secteurs de l'économie. On appelle ça General Purpose Technology. Et en anglais, on dit technologie générique. Donc, il y a eu des grandes révolutions. Il y a eu celle de la machine à vapeur, qui est celle du décollage industriel. Le décollage industriel de 1820, c'est la révolution de la machine à vapeur. Puis, il y a eu la révolution de l'électricité. Puis, il y a eu la révolution des technologies d'information. Il y a celle de l'intelligence artificielle qui, à mon avis, est une continuation de la révolution des technologies d'information. Donc, on explique pourquoi il y a des retards dans la diffusion de ces technologies. Et une autre énigme, d'ailleurs, mais j'y reviendrai tout à l'heure, c'est pourquoi, à chaque fois qu'il y a eu ces révolutions technologiques, on a anticipé que ça conduirait à du chômage de masse. Parce que quand il y a eu la machine à vapeur, il y avait la crainte que les machines à vapeur remplacent la force de travail. Et par exemple, il y avait le mouvement des Luddites, je ne sais pas si vous en avez parlé dans les cours, en Angleterre. C'était un mouvement ouvrier, un mouvement, je veux dire, de personnes ouvrières qui se rebellaient contre les machines à vapeur, parce qu'ils avaient peur que ça produise du chômage. En fait, ça n'a pas eu lieu. Et quand il y a eu la révolution de l'électricité, Keynes anticipait que la révolution de l'électricité allait produire du chômage de masse, qui ne s'est jamais produit. Et à nouveau, les robots, les gens pensent à nouveau que les robots, ça va produire du chômage de masse. Et disent qu'il faut taxer les robots. Alors, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Je vais vous expliquer en fait que ce n'est pas le cas, qu'en fait, il y a une bonne raison pour lesquelles, en fait, aucune des grandes révolutions technologiques n'a produit du chômage de masse. Donc, on parle de tout ça dans le chapitre 3 du livre. D'accord. Et je vais revenir là-dessus tout à l'heure, quand je parle des idées reçues, qui essaient de taxer les robots, très mauvaise idée. D'accord. Alors, maintenant, je vais parler de la stagnation séculaire. Alors, donc voilà. Stagnation séculaire. Alors, la stagnation séculaire, l'énigme de la stagnation séculaire, c'est le fait que, et voilà, surtout depuis, vous voyez ça, je représente la croissance annuelle moyenne de la productivité aux États-Unis, enfin de la productivité globale des facteurs, de la PGF. Je ne sais pas si vous avez défini la notion de PGF. Il y a différentes mesures de manière de mesurer la productivité. La productivité globale des facteurs. En fait, le résumé de Solo, on en attrape la PGF. Donc, voilà. Donc, vous voyez que c'est très intéressant parce que quand même, la croissance de la productivité aux États-Unis a augmenté entre 1995 et 2005, mais elle baisse très fortement depuis 2005. Et là où c'est une énigme, c'est que quand même, vous avez la révolution des TIC et vous avez la révolution de l'intelligence artificielle. Et ces deux révolutions ont un potentiel énorme de croissance parce qu'elles permettent de remplacer des hommes en partie par du capital pour produire des biens et services, mais également pour produire des idées. Notamment l'intelligence artificielle vous aide énormément à résoudre, vous gagnez un temps fou pour résoudre des problèmes. Donc normalement, c'est une force de croissance énorme. Et malgré ça, vous observez cette stagnation séculaire. Alors c'est intéressant parce que c'est surtout dans les secteurs qui produisent des TIC, c'est la courbe en noir, la croissance augmente des baisses, et les secteurs qui utilisent les technologies d'information, c'est la courbe en gris. Et en fait, là, on étudie, est-ce que c'est parce qu'on mesure mal la croissance? Alors, il y a un peu de ça, mais l'explication la plus plausible de ce phénomène de baisse de la croissance de la productivité aux États-Unis depuis 2005, c'est les firmes superstars. C'est-à-dire que quand il y a eu la révolution des TIC, il y a eu certaines entreprises qui ont su mieux que d'autres tirer parti de cette révolution. C'est les GAFAM. Et les GAFAM sont devenus très gros. Alors, ils se sont étendus en faisant des fusions-acquisitions. Ils se sont répandus un peu dans tous les secteurs de l'économie.
au début, comme ils étaient plus productifs, ça a augmenté la croissance, ça explique pourquoi la croissance augmente, mais ensuite, ils ont inhibé la croissance des autres, l'innovation des autres. Vous voyez, quand ils sont arrivés, ils ont acquis plein de secteurs, par exemple Amazon ou d'autres, ils acquièrent par fusion-acquisition d'autres boîtes, elles sont très innovantes, mais une fois qu'ils les acquièrent, elles deviennent moins innovantes. Et ça décourage l'innovation. Donc, en fait, au début, ils ont été une force de productivité, de croissance de productivité, mais après, quand ils se sont répandus, ils ont découragé les entreprises qui ne sont pas les superstars. Voilà. Et en fait, le gros problème, et on en parle, ça c'est le chapitre 6, où on étudie la stagnation séculaire, c'est que la politique de concurrence aux États-Unis ne s'est pas adaptée à la révolution digitale, voilà, numérique. Elle ne s'est pas adaptée parce que, par exemple, on peut faire des fusions-acquisitions sans limite, alors qu'on aurait dû réguler les fusions-acquisitions pour empêcher ces entreprises de devenir tentaculaires et de décourager l'innovation des autres. Et alors là, il y a l'idée qu'on a une politique de la concurrence qui est un peu dépassée. On regarde toujours les parts de marché, mais on ne regarde pas suffisamment l'effet d'une fusion-acquisition sur l'entrée de nouvelles entreprises et sur l'innovation dans le secteur. Ça, on ne sait pas. D'ailleurs, en Europe aussi, c'est un peu un problème. Et ça, on en parle dans le chapitre 6. Donc, dans le chapitre 6, on verra un peu différentes explications qui ont été données pour la stagnation séculaire, mais nous, celle qu'on privilégie, c'est celle des superstars. Alors, en même temps, ça passe à l'idée que quand même, on montre aussi dans ce chapitre que la croissance est mal mesurée. On tend à surestimer l'inflation et à sous-estimer la croissance de la productivité. En fait, l'inflation, elle est moins que ce qu'on pense. Elle est 0,7 moins que ce qu'on pense. Donc, ça va être important de savoir maintenant que l'inflation repart. Il faut quand même retirer 0,7 et la croissance de la productivité est plus élevée que ce qu'on pense. Mais ce n'est pas ça vraiment l'explication du déclin de la croissance. L'explication la plus possible, c'est les superstars. Donc ça, c'est… Mais à nouveau, vous voyez, c'est quand même l'idée des innovateurs d'hier qui empêchent les nouvelles innovations. Donc on est quand même dans et là, c'est la politique de concurrence. Mais vous voyez, là où je ne suis pas pessimiste autant que Schumpeter, c'est que moi, je dis, avec mes co-auteurs, on peut changer la politique de concurrence. Et en fait, l'administration Biden, elle a essayé de changer la politique de concurrence. Là où Gordon vous dirait c'est foutu, ou Schumpeter vous dirait c'est foutu, moi, je vous dis, c'est pas foutu. On peut agir sur la politique de la concurrence. Mais ça ne vient pas tout seul. Il faut agir. Alors, les trappes intermédiaires. Les trappes intermédiaires, c'est l'idée qu'il y a des pays qui commencent à croître très vite, mais qui, à un moment donné, s'arrêtent de croître ou croissent beaucoup moins vite. Alors, l'Argentine est un pays qui croissait aussi vite que les États-Unis. Vous voyez, le PIB par tête de l'Argentine était toujours une fraction constante du PIB par tête américain entre 1870 et 1930. Et puis après, l'Argentine croît moins vite que les États-Unis parce qu'en fait, les États-Unis continuent à croître et l'Argentine arrête de croître. Donc ça, on appelle ça le syndrome argentin. Mais il y a d'autres pays qui sont sujets à ça. La Corée croît très vite entre 1945 et le début des années 90 et ensuite croît beaucoup moins vite. Le Japon, qui n'est pas un pays de revenus intermédiaires mais qui est un pays avancé, lui-même est sujet au même syndrome. Le Japon croît très vite entre 1945 et fin des années 80 et ensuite s'arrête de croître. La France elle-même est un peu sujet au même syndrome parce que nous, on a la croissance des 30 glorieuses et après, s'arrête les 30 glorieuses. Alors, il y a la crise pétrolière, mais c'est beaucoup plus profond que la crise pétrolière. D'accord ? Parce que sinon, si c'était juste la crise pétrolière, une fois qu'on a construit les centrales nucléaires, la croissance aurait dû redémarrer. Et elle n'a pas redémarré. D'accord ? Donc, quelle est et là, on regarde ça dans le chapitre 7 du livre. Et en fait, ce qu'on explique, c'est que voilà, il y a deux manières de faire de la croissance de la productivité. Un, c'est en faisant du rattrapage technologique. Et l'autre, c'est en faisant de l'innovation à la frontière. D'accord ? Quand vous faites du rattrapage, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de concurrence sur les marchés ou beaucoup de flexibilité. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'éducation supérieure, des très bonnes universités. Vous n'avez pas besoin d'avoir un système financier avec des marchés boursiers, equity et tout ça, du capital risque. Quand vous faites du rattrapage, ce n'est pas important tout ça. Mais quand vous faites de l'innovation à la frontière, c'est-à-dire, je n'ai plus besoin tellement de rattraper parce que je suis déjà frontière moi-même, mais je dois innover sur les autres et moi innover devant tout le monde, c'est ça que j'appelle l'innovation à la frontière. Ben là c'est très important la concurrence. Et ça, on le montre dans le chapitre 4 du livre. On regarde la concurrence et on voit que la concurrence est très bonne pour la croissance, particulièrement si vous êtes une entreprise frontière. Et là, l'idée que je donne toujours l'image de la classe et je dis, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, et j'ouvre la porte et il y a quelqu'un qui rentre et il est très bon. Et bien, ceux qui sont les meilleurs de la classe vont travailler encore plus dur
pour rester les premiers de la classe. Ceux qui sont moins bons, ils étaient déjà découragés, ils vont être encore plus découragés. Eh bien, on voit bien, et un pays plus avancé, c'est un pays qui a plus de premiers de la classe. Voilà. Et donc, c'est un pays qui va réagir plus favorablement à la concurrence. Donc, si on est un pays avancé, que c'est vraiment l'innovation frontière qui est importante, la concurrence devient quelque chose de très important. Or, ce qui se passe dans des pays comme la Corée, par exemple, pendant la période de rattrapage de la Corée, se sont développés des conglomérats, les fameux conglomérats dont je vous fais des rappeurs, mais ces conglomérats, non seulement ils ont découragé l'entrée de nouvelles entreprises, mais ils ont également fait pression sur le gouvernement pour qu'il ne change pas d'institution, pour qu'il ne passe pas des institutions qui seraient favorables à la croissance à l'avenir, comme notamment changer leur politique de concurrence. Vous comprenez? Donc, ça va plus loin que Schumpeter, c'est que pas seulement j'empêche l'entrée d'entreprises, mais je fais pression sur le pouvoir politique pour qu'il ne permette pas l'entrée de nouvelles entreprises. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'en Corée, ils ont eu la crise financière de la fin des années 90. Vous savez qu'il y a eu une crise fin des années 90 qui a beaucoup touché les pays asiatiques. Et il y a eu un bon côté de cette crise, c'est que ça a affaibli les gros conglomérats coréens. Et du coup, l'entrée des nouvelles entreprises est repartie. Ça a obligé le gouvernement, et le FMI a pu imposer au gouvernement de faire des réformes qui ont rendu l'économie coréenne compétitive. C'est intéressant comment la crise a acculé à la fois les gros conglomérats, les affaiblis conglomérats, et acculé le gouvernement coréen à accepter des politiques plus compétitives. Voilà, donc c'est intéressant. Voilà. Donc ça, c'est tout ça qu'on regarde dans le chapitre sur les… Mais vous voyez, on a toujours la fameuse contradiction. Les innovateurs disent non seulement dans ce cas-là, ils essayent de faire pression sur le pouvoir politique. Donc, en Japon, on a bien vu, bon, je ne veux pas rentrer faire de politically incorrect, je ne veux pas du tout faire la défense de Carlos Ghosn. Enfin, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin sur la collusion entre le pouvoir et les grandes entreprises en Japon. On a tous vu ce que ça donne à Carlos Ghosn. Alors, je ne vais pas dire que Carlos Ghosn est blanc-bleu, mais c'était incroyable le degré de collusion entre le pouvoir, qui inclut le judiciaire, entre l'État et les grosses entreprises japonaises. Voilà. Alors, il y a la dernière l'autre énigme qu'on regarde, c'est innovation-inégalité. Alors, les travaux de Piketty, Saez, Atkinson ont montré que la part du top 1% augmente partout. Vous voyez, la part du revenu des 1% qui gagnent le plus augmente sensiblement depuis les années 80. Donc ça, c'est des travaux très importants. C'est vrai dans plein de pays. Et Piketty l'avait montré pour la France, puis après avec Saez, il l'a montré pour les États-Unis, puis après pour d'autres pays, etc. Donc ça, c'est une donnée incontournable. Et là-dessus, on ne peut qu'être d'accord. La question, c'est de savoir pourquoi, qu'est-ce qui fait augmenter la part du top 1%. Et c'est là que le débat commence, d'accord? Ce qui est intéressant, c'est que les brevets aussi ont augmenté pas mal pendant cette période aux États-Unis. Et en fait, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs sources. Et c'est là mon désaccord avec Piketty. Avec Piketty, pour moi, il y a plusieurs sources d'inégalité au top. Une des sources, c'est l'innovation. Vous vous souvenez que je vous ai dit que quand on innove, on a des rangs d'innovation. Eh bien, on peut montrer qu'effectivement, par exemple, M. Skype, qui est un des hommes les plus riches en Suède, il n'existait pas il y a 20 ans, il est devenu riche parce qu'il a inventé Skype. Monsieur Steve Jobs est devenu riche parce qu'il a inventé Apple. Donc, ils ont été innovateurs. D'accord? Mais il y a aussi des riches qui sont riches parce qu'ils ont des rentes de situation. Par exemple, monsieur Carlos Slim, dont on parle, au Mexique, il est riche parce qu'il est à la tête d'une entreprise, d'un monopole des télécoms non vraiment régulé, quoi. Voilà, qui n'est pas sujet à la politique de concurrence au Mexique. Voilà. Donc, il y a plusieurs manières d'être riche. On peut être riche parce qu'on a des rentes de situation. On peut être riche parce qu'on peut devenir riche parce qu'on innove. Et c'est ça qui est important. Et donc, si vous voulez, il y a plusieurs. Donc, je crois que c'est très important, la rente. Quand on dit la rente, il faut comprendre quelle est la source de la rente. Si c'est l'innovation, ce n'est pas la même chose que si c'est des barrières à l'entrée, le lobbying, vous voyez. Donc, ce qu'on regarde dans le chapitre 5 du livre, c'est qu'on contraste ces deux sources. On dit l'innovation d'un côté, c'est une source d'inégalité, de top income inequality, mais le lobbying est une autre source de top income inequality. Et elles ont des propriétés très différentes. Et je vais vous dire en quoi elles sont différentes. Là, je regarde, c'est basé sur un… Donc ça, tout ça, j'en parle dans le chapitre 5 du livre. C'est basé sur des travaux joints avec Ufukashigi, Bergeau, en
Antonin Bergeot, qui est à la Banque de France et qui enseigne à l'école normale, et David Emous, qui est à donc, Blondel et University College London, et David Emous, qui est à Zurich. Voilà. Et donc, on a regardé en termes on a regardé sur la base des comparaisons d'États américains, et c'est des données de panel, c'est des données dynamiques. Vous voyez, le même État américain, d'une année sur l'autre, il peut être là ou il peut être là. Donc, le même État américain peut avoir une grande intensité d'innovation mesurée par le nombre de brevets, ici, une année, et une autre année se trouver là. Donc, on représente en abscisse, c'est des États années. Vous voyez, d'accord, le même État peut être dans différentes années, et l'abscisse, c'est l'intensité d'innovation dans l'État en question. L'État, c'est le Massachusetts, le Connecticut, New York, etc. D'accord. Et en ordonnée, on représente la courbe continue, représente la part du revenu du top 1% qui gagne le plus dans cet État. Et vous voyez qu'il y a une relation fortement croissante. Les États les plus innovants sont les États où la part du top 1% est plus grande. Et on montre en fait que cette relation est causale. On a un instrument et on montre que cette relation est causale. D'accord? Mais ce qui est très intéressant, donc, ça veut dire que l'innovation est une source d'innovation, d'inégalité mesurée par le top 1%. D'accord? Mais, vous voyez qu'il n'y a aucun effet de l'innovation sur une mesure plus globale d'inégalité qui est le Gini. Est-ce que vous avez étudié le Gini? Vous savez ce que c'est que le Gini? Le Gini, c'est une mesure d'écart global à l'égalité parfaite. D'accord? Donc, c'est une mesure plus globale d'inégalité. Et vous voyez qu'il n'y a pas d'effet d'innovation sur le Gini. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, l'innovation, c'est vrai que d'un côté, elle augmente l'inégalité en haut de l'échelle des revenus, mais elle a un avantage, c'est qu'elle augmente la mobilité sociale. Alors, ça aussi, c'est tiré du même article, et on en parle dans le chapitre 5. On montre que les endroits, les zones d'emploi aux États-Unis où il y a plus d'innovation, en gros, si vous deviez tirer si vous devez faire alors il y a des plus, des moins, etc., mais en gros, si vous faites une régression, eh bien, il y a une relation positive. Et pourquoi c'est vrai? Parce que c'est la destruction créatrice. L'innovation, parce que c'est la destruction créatrice dans cette mesure-là. Et c'est surtout l'innovation par les entrants, par les nouvelles firmes qui n'ont jamais innové avant. Ça augmente la mobilité sociale parce que c'est des nouveaux qui remplacent les anciens. Et bien ça, c'est une force de mobilité sociale. Et ça, c'est ça qui est très important avec l'innovation. L'innovation, surtout par les entrants, est une source de mobilité sociale. Et ça contrebalance le fait que l'innovation augmente l'inégalité en haut. Donc, au total, l'innovation n'a pas d'effet sur l'inégalité globale. Et il y a une autre raison pour laquelle l'innovation est bonne pour la mobilité sociale, c'est qu'en fait, les entreprises innovantes, tout ça on en parle dans le chapitre 5, les entreprises innovantes, quand je regarde les gens pas qualifiés, les employés non qualifiés, et le salaire moyen, et bien les entreprises innovantes, elles payent mieux que les entreprises pas innovantes. Et vous voyez l'évolution du salaire de quelqu'un le long de son... c'est plus, vous voyez, elles offrent des meilleurs emplois, des bons emplois, des emplois qui promeuvent et qui font augmenter le salaire plus vite, les entreprises innovantes. Et donc ça, c'est une qualité de l'innovation. Donc l'innovation, elle a des vertus. C'est vrai qu'elle augmente l'inégalité en haut, mais elle vous donne de la croissance, elle vous donne de la mobilité sociale. Et comme elle vous donne de la mobilité sociale, elle n'augmente pas l'inégalité globale. Donc, je ne veux pas tuer l'innovation quand même, vous voyez, parce que c'est quand même une bonne source d'inégalité en haut. Par contre, le lobbying, et ça on en parle dans le chapitre 5, le lobbying, lui, il réduit la mobilité sociale. Parce que le lobbying, c'est quoi? Pourquoi on fait du lobbying? On fait du lobbying pour mettre des barrières à l'entrée, pour empêcher l'entrée de nouvelles entreprises. Donc, ça réduit l'innovation par des entrants. Donc, ça réduit la mobilité sociale. Donc, le lobbying, il réduit la croissance parce qu'il empêche l'entrée de nouveaux innovants. Il réduit la mobilité sociale. Comme il réduit la mobilité sociale et qu'il augmente l'inégalité en haut, si je devais représenter ici lobbying au lieu d'intensité d'innovation, l'équivalent de la courbe en pointillé, elle serait aussi très croissante. Parce que là, le lobbying, il a tout mauvais, quoi. Il augmente l'inégalité globale, évidemment, parce qu'il réduit la mobilité sociale et il augmente l'inégalité en haut. Donc, il augmente. Donc là, vous voyez, il y a les rangs de lobbying, c'est le Carlos Slim, et il y a les rangs d'innovation. Et je ne peux pas traiter les rangs d'innovation de la même manière que les rentes de lobbying. Vous voyez, parce que je veux décourager le lobbying, mais je ne veux pas décourager l'innovation. Et c'est là, dans le monde de Piketty, il n'y a que du lobbying, il n'y a pas d'innovateur. Ça n'existe pas dans ce monde. Vous ne verrez jamais dans un livre de Piketty le mot innovation, ça n'existe pas. Ce n'est pas quelque chose qu'il connaît. Donc
Voilà, donc si vous voulez, ça c'est important. Alors maintenant, ceci dit, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas se soucier d'inégalité en haut, même par les innovateurs? Oui, il faut s'en soucier, parce qu'ils peuvent quand même utiliser leur rente pour empêcher de nouvelles innovations. Alors, comment vous traitez ça? En partie par l'outil fiscal, et on parle de l'outil fiscal parce que je ne suis pas du tout pour pas imposer, je suis pour une taxation progressive, etc. Mais il y a d'autres outils, la politique de concurrence et les politiques pour financer les campagnes politiques, les institutions de financement de campagnes politiques. Vous avez vu qu'en France, Sarkozy, etc., alors on peut dire que c'est très dur contre Sarkozy, mais on a raison dans nos pays d'être très sourcilleux sur le financement des campagnes politiques. Parce qu'aux États-Unis, Scalia, qui était à la tête de la Cour suprême, avait autorisé, ils avaient sous Scalia, était passé un arrêt de la Cour suprême qui permettait aux entreprises privées de financer sans limite les campagnes politiques. Donc évidemment, c'est les incumbents, c'est des gens en place. Incumbents, c'est une entreprise en place en anglais. C'est les incumbents qui faisaient du lobbying auprès d'eux, c'est les incumbents, évidemment, qui font du lobbying auprès des candidats pour dire, bon, bah, je te finance, mais tu me protèges quand tu viens, quoi. Tu vois? Et ça, tu ne veux pas. Donc, vous voyez, donc c'est vrai que l'innovation, il ne faut pas traiter les rentes d'innovation comme ça, mais ceci dit, n'importe quelle rente, il y a le danger qu'elle puisse être utilisée pour empêcher l'entrée de nouvelles entreprises. Là, la politique fiscale est un outil, mais il y a la politique de concurrence et la politique de financement des campagnes, qui est aussi très importante. Bon, ça termine la première partie de ce que je voulais dire sur les énigmes, quelques énigmes de l'histoire économique.